Cinémonde, c'était la grande revue, la meilleure revue de cinéma hebdomadaire des années 50, 60. C'est ce que tu lisais avant d'aller au cinéma, Choisy-le-Roi. Ah bah oui. Bah, j'achetais toutes les semaines Cinémonde. Alors attends, numéro 1127, jeudi 15 mars 1956. C'est enveloppé et scellé. Absolument. Et alors, ceux que j'ai rachetés... Attends, si j'ai envie de feuilleter Cinémonde, je peux pas. Ah bah non, on n'est pas là pour... Et j'ai donc également les premiers Playboy. Ah merde. Je suis assez curieux de voir ce qu'il y avait dans Playboy en juillet 57. Je savais que ça te plairait, ça. Ah oui, donc c'est ça. Voilà, avec le fameux... Ah ouais. Voilà. Eh. Mais attends, à 12 ans, t'achètes Voilà. ça? Ma mère me disait, c'est le guérira de l'humain. En dessous, c'est la musique. Et en dessous, c'est Elvis. Elvis, c'est la musique. Tous les grands photographes. Et ici, c'est tous les polars. Donc Simenon, qui est le maître absolu, plus Dashiell Hammett, Chandler. T'as toujours été un gros lecteur. Ah oui, oui. Bah, c'était de famille. Qui c'est qui t'a transmis ça? C'est vraiment toute ma famille, même ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon oncle. Tout le monde bouquinait tout le temps. Enfin, c'était un geste naturel, quoi. À l'antenne, il y a une chose qui m'a toujours surpris chez Pierre. Je n'ai jamais vu quelqu'un autant rire et pleurer face à un artiste, par exemple. D'où vient sa sensibilité et pourquoi ce besoin de tout faire toujours en équipe? On n'est pas allé très loin pour trouver des réponses. C'est la même matière qu'au sol, sur les murs. Ça fait un drôle d'effet, dis donc. Putain, il y a toujours le petit truc, regarde. Les portes ont changé, alors que c'était des portes battantes, mais ça y était déjà. Et le strapontin, il est d'époque. J'ai posé mon petit derrière. C'est incroyable, non? Là, c'était chez nous. Mes grands-parents, ma mère et moi. Ma mère et mon père se sont séparés quand j'avais 6 mois. Et ma mère a fait différents boulots, mais dans un premier temps, elle a eu vraiment une difficulté financière à tout assumer, même si mon père l'aidait, ils se sont toujours bien entendus. Donc elle est venue habiter chez ses parents. Ma grand-mère était directrice d'école à Maison-Alfort, donc c'était pas très loin. Mon grand-père travaillait au chemin de fer, c'était à 2 pas de Paris. Il a fini sa carrière dans l'administration de la SNCF. C'est quand même une enfance étrange d'avoir sa mère dans l'appartement de sa grand-mère. Le personnage important, c'est la grand-mère. Le père totalement absent. Ce petit garçon qui est aimé par tout le monde, hein, parce qu'il a été vraiment choyé. Mon père, je peux pas nier que c'est mon père. Il n'y a pas que le pif, mais avant même d'être rédacteur en chef de l'UMA, il allait faire des tas de reportages en Europe de l'Est. Mais le fait qu'il soit pas là et qu'il soit comme moi plus tard, c'est moins idéaliste. J'espère que j'ai pas été trop absent pour ma fille, mais j'étais pris par Canal. Lui, il était pris par le sauvetage du lumpen prolétariat et la victoire de la classe ouvrière. Donc, j'étais en second. Et je pense qu'il y a eu son grand-père et sa grand-mère qui ont rempli tous les blancs. Ben, on la voit, là, ma grand-mère. Elle est à gauche avec mon grand-père. Et à droite, c'est Pierre de Lescure. Mon grand-père a été créateur des éditions de Minuit. Il a fait de la Résistance. Il a créé les Lettres françaises avec Aragon. Dans cet appartement, le son qui me revient immédiatement, c'est de la musique. Tout le monde écoutait de la musique, et une musique différente. Ma grand-mère, les chansons françaises, mon grand-père, le lyrique, ma mère, le classique, et mon oncle, qui était très souvent là, il écoutait du jazz, et il n'a pas craché sur le rock quand le rock est arrivé. Et puis après, le petit Lescure a enchaîné, et a commencé avec son tourne-disque à passer des tas de trucs de rock et de jazz, mais surtout de rock, et puis j'ai pu arrêter. La première fois qu'on s'est rencontré avec Pierre, c'était lors de son inscription à la troupe Jean Mermoz des Éclaireurs de France de Choisy. Il venait pour faire du scoutisme avec nous. C'est ma mère qui a eu cette intelligence, parce que j'étais fils unique,
Et elle craignait que je reste un peu trop dans mes rêves de cinéma, de bouquins. J'adorais le sport, j'adorais plein de trucs, mais j'étais un peu solitaire à l'école. Le bienfait de l'esprit d'équipe, je le découvre là. Et je découvre combien c'est vital, combien c'est essentiel, combien ça peut te faire franchir des montagnes, réussir les aventures, te sortir de la merde. C'est essentiel. Je me suis tapé quelquefois, moi qui n'étais pas non plus le costaud des Batignolles, je me tapais 2 sacs à dos parce que Gloutron ne pouvait plus porter le sien. Et en même temps, Gloutron, il savait faire des trucs que je ne savais pas faire. C'était l'époque où il y avait les bases américaines encore en France. En tant que scout, on avait été accueillis notamment dans la base d'Évreux, à la base de Fontainebleau. Et pour nous, c'était magique, un petit peu. L'Amérique était là, le rêve américain était là. Les disques ne sortaient pas en même temps, en France, en Angleterre ou aux États-Unis. Donc je ramenais ça en 45 tours simples avec 2 chansons, ou des super 45 tours avec 4 chansons. Et puis il y avait 2-3 magasins à Paris où je claquais et de l'argent de poche et je m'endettais déjà à l'époque pour en acheter encore plus. Mais c'était pour la bonne cause. Ça a toujours été pour la bonne cause, mes endettements. Et puis j'avais des carnets où je faisais mon propre hit parade. Donc je faisais monter les disques et je les faisais redescendre. Et tout ça a été inscrit, marqué, je les ai encore, les carnets. Qui serait numéro 1 aujourd'hui? Presley, toujours. En 2, Buddy Holly. En 3, les Beatles. En me plongeant dans les archives de Pierre, j'ai été étonné. À 20 ans, tout juste diplômé d'une école de journalisme, il a une intuition. C'est lui, avec son copain Desjeunes, qui m'a fait comprendre que la division classique à l'époque, à la radio, entre l'information d'un côté pur et dur et les programmes de l'autre, à savoir essentiellement la musique et les animateurs qui lançaient les disques, c'était une séparation totalement artificielle, totalement arbitraire et même assez stupide pour ce que devait être la radio, qui était déjà quand même un vrai média vivant. C'est vrai que les gens que je rencontrais, je leur parlais tout le temps et d'infos, parce que c'est ma passion. Et mes parents m'ont inculqué ça, m'ont appris que on ne pouvait pas vivre sans s'intéresser au fonctionnement du monde d'à côté et du monde global. Et en même temps, je parlais tout le temps de musique, parce que j'aime ça, de bouquins, de cinéma et d'entertainment. Voilà pour la première édition d'Europe Soir, la seconde bien sûr à 19h. À 19h15, nous reparlerons du casse du siècle, et puis dans quelques instants, ce sera Music Story. Coca-Cola. Music Story. Souvenez-vous du choc, 1963, en pleine vogue yéyé, on crie au génie pour Little Stevie Wonder, Steve la petite merveille. Daniel Philippaki fait de Fingertips le chouchou de Salut les copains. Les puristes du jazz font la moue. Et pourtant, 15 ans plus tard, qui c'est le meilleur? C'est Wonder. C'est exactement ce que Lescure a cherché à mettre en musique, sans mauvais jeu de mots, tout au long de sa carrière. Non pas dire que toutes les infos se valent, mais c'est de dire que tout est info, ce qui n'a rien à voir. Ça se sentait qu'il aimait l'information. Il ne la récitait pas, l'information, même quand il était présentateur du journal. Il la savourait, l'information. Il la cherchait, il la mettait en scène, l'information. Parfois, on oublie que ce mec a été constitutif de toute une culture, une pop culture, une sous-culture. Il en est le créateur. Les Enfants du Rock, ça a été, pour moi, jeune téléspectateur dans les années 80, ça a été quelque chose qui a révolutionné ma vie. Révolutionné ma vie. Avant, c'était Guy Lux. Bonsoir, je ne suis pas peu fier d'avoir été désigné pour vous dire 3 mots sur Ray Cooder, l'homme avec lequel vous allez passer le reste de la soirée. C'est une case qui a été proposée par Pierre et validée par Pierre Desgroupes. Il s'agissait à la fois de parler de musique blanche, de musique noire, de BD, de vidéos, puis le graphisme aussi. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce premier dossier du sexe avec, dans 45 minutes environ, le premier striptease intégral à la télévision française. 2 invités de marque ce soir. À ma gauche, Philippe Manœuvre, à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, et à ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, Jean-Pierre Dionnet, des experts du sexe. Alors, je vais me tourner vers Philippe afin de vous demander dans un premier temps, Philippe, avez-vous conscience de faire franchir un nouveau pas à cette télévision française qui est la nôtre? Et deuxièmement, si oui, ne croyez-vous pas que vous allez peut-être choquer quelques âmes sensibles?
Vous savez, si on fait ça, si on fait ce striptease intégral, je crois que c'est justement parce qu'on peut le faire. Je vous rappelle que dans 45 minutes environ, le premier striptease intégral sur Antenne 2 Télévision Française. À tout à l'heure. C'est quelqu'un à ce moment-là qui fédère toute la bande des enfants du rock, Pierre. C'est-à-dire les manœuvres, Chabat est venu faire des trucs aussi, il y avait ce magazine Haute Tension, Dionnet. Les enfants du rock, c'est la répétition en costume de Canal+. Il y a un endroit que je voulais voir à tout prix, le bureau de Pierre. Il paraît que c'est ici qu'il est le plus heureux, au milieu de ses collections diverses et complètement inattendues. Ça sent bon le vieux papier, putain. T'es le seul à avoir le droit de venir ici? Non, simplement, faut pas bouger. Car dans le bordel, je sais à peu près où tout est. Sur derrière toi, les pochettes d'allumettes. Ça, là? Ouais. Tu les poses sur le bureau. Tiens. Voilà. J'ai l'impression d'avoir la relique du Saint-Suaire. Regarde ça, regarde comme c'est beau. Le South Sound Club. Regarde ça. C'est dément. Et ils sont mintes, hein. Jamais grattés, jamais... Tu sais combien t'en as? J'en ai entre 300, 400. T'as un hot dog par allumette. Là, en revanche, t'as toute la salle de casino. Là, t'as une boule. Le mec, il vend, il vend des écrous et des vis. Hop, il y a un écrou, une vis. Et c'est des vieux objets ou il y a aussi des objets récents? Ah non, c'est que des trucs des années 30-40. Ah oui. Ah bah, on n'est pas... Oui, non, mais faut être sérieux. Je comprends bien. Mais regarde-moi ça. Il n'y a pas besoin d'aller faire du YouPorn, de se faire chier avec des photos dégueulasses. C'est 10 fois plus beau. Regarde comme c'est beau. Tu sais pourquoi il est, celui-là? Non. Un plombier. Eh ben voilà, un plombier qui sait vivre. C'est de la pub pour un plombier. Ben voilà. Les deux filles dans la coupe. 50 ans plus tard, t'as dit Avantis qui nous fait ça. Mais on s'en fout, on l'a déjà. Peut-être on pourrait faire un truc. C'est que le jour où je m'en vais, on allume la crémation avec ça. Toutes les allumettes. Voilà. C'est qui Betty Page? Betty Page est l'archétype de la pin-up des années 40-50, qui était à la fois pulpeuse, ingénue, toujours en train de s'amuser. Elle a été beaucoup exploitée. Ah oui. Pas laide, hein? Regarde-moi ça. Et c'est magnifique parce que Betty Page avait une belle gueule. Elle était foutue comme une pin-up assez ronde, assez gironde de ces années. Je trouve ça émouvant. Et elle est tout le temps en train de se marrer. C'est jamais... Il n'y a jamais une provocation sale. C'est même pas du pipe show, c'est pas du tout. Ce serait pas marrant si c'était ça. Et j'en ai une, j'espère que je vais la retrouver. Voilà. Elle est démentielle. Regarde le contre-jour. Les mecs sont tous là et ils sont en train de la shooter. Regarde ça! C'est dément. Ouais, je dois avoir une des plus grosses collections de photos de Betty Page. Ça vous fait une belle jambe, non? T'as encore les cartes de visite de Pierre Lescure, directeur général de Canal+. Oui, mais Canal, c'était un enfant. C'est les premières. Il y avait encore l'ellipse. Ton fils, il n'aura jamais connu l'ellipse. Toi, tu te souviens vaguement. Tes parents, ils se souviennent de l'ellipse. Il est 8h, 4 novembre. Ouverture de l'antenne de Canal+. Tu te rends compte la chance que j'ai eue qu'André Rousselet, le fondateur de Canal, m'engage et me donne une feuille blanche. Moi, j'avais 38 ans. On me dit, je vous charge des équipes programmes de la future chaîne à péage. Donc, commençons par constituer les équipes. Et avec De Greff, on se dit, on va engager des gens plus jeunes que nous qui nous semblaient sortir de l'ordinaire. Et être neuf, à la fois être différent et neuf. Il y avait plein de jeunes gens qui étaient là et qui rêvaient de faire quelque chose dans l'audiovisuel et tout d'un coup, une nouvelle chaîne apparaissait.
C'était la 4e chaîne. Pour nous, c'était une sorte d'air de liberté qui arrivait. Moi, j'ai plein d'exemples en tête de gars qui rentrent comme stagiaires pour nettoyer les chiottes avec sa brosse à dents. 3 ans plus tard, il est réalisateur, il fait des directs. T'as des diplômes? Bon. T'as lu combien de séries noires? Tous. Viens par là. Les deux étaient totalement pétris de culture télévisuelle. Ils savaient ce qui se passait aux États-Unis et ils ont su insuffler à toute cette équipe leur culture. Les bouquins qu'ils avaient lus, la musique qu'ils écoutaient, enfin voilà, tout ça baignait dans une sorte d'émulation avec une envie de bien faire vraiment forte. Ça va. 36-15, tapette, pour ceux qui aiment à dire le mot tapette. Aujourd'hui, mon pote Alain de Greff. Bonjour Doug, comment t'appelles-tu? Alain de Greff. Oui, de Greff, c'est noble, ça, non? Non, c'est belge. Oui, enfin, c'est pas incompatible. Et on était tellement complémentaires. Moi, avec mon entre-jambe, ma manière de parler de tout et de rien, et d'avoir envie de rencontrer tout le monde, et d'apprendre de tout le monde, et d'apprendre à tout le monde. Et lui, avec cet esprit de synthèse, quand il y avait une idée, il voulait la pousser au fond, et avec la volonté chevillée au corps de la faire aboutir. Et il a compris très vite qu'avec un mec comme moi, et ensuite quelqu'un comme Rousselet, on pourrait prendre le temps. Ce qui nous a permis de mettre en chantier, comme dans un laboratoire, une équipe d'une dizaine de personnes, de jeunes gens et de jeunes femmes, qui allaient donner les 4 nuls. Il a pris 3 ans pour faire aboutir le projet des Guignols. Il a bâti nulle part ailleurs comme ça. Suite de cette édition spéciale Guerre de Le Golfe en direct live. Il est 22h32 exactement. Retrouvons, une fois n'est pas coutume, mais bon, en temps de guerre, on n'a pas non plus toujours le choix. Dominique Farrugia, la rédaction de CNN. Dominique. On essaie à la Maison Blanche. Dominique, donnez-nous vos impressions à chaud, ne lisez pas. Merci Dominique. Oui, c'est vrai que la politique internationale, c'est quand même pas sa spécialité. Non, tout à fait. D'ailleurs, il n'a pas de spécialité. Autre chose, Pénélope. Oui, mercredi toujours, l'homme qui a les couilles plus légères que l'air vient de faire moqueter son plafond. Je crois qu'il est temps de marquer une pause. Pierre et Alain nous poussaient à aller jusqu'au bout de nos idées. On était dans un endroit qui était comme un laboratoire, où on pouvait essayer des choses, on pouvait tenter. La particularité, c'était la liberté d'avoir des idées pour lesquelles on se serait fait virer ailleurs. On était souvent, très souvent borderline. En revanche, il y avait cette limite qu'on ne dépassait pas et que tout le monde respectait. On faisait des saletés avec élégance. La caricature de ça, c'est De Caunes, qui est d'une méchanceté tout le temps, mais avec grande élégance, toujours avec ce petit sourire. Et ça a des avantages aussi, les louveteaux. Tiens, rien que le premier jour, c'est dingue tout ce qu'on a appris. L'après-midi, on nous a montré à faire le nœud coulant. Et le soir, sous la tente, le chef de tente nous a montré comment on obtient un nœud qui coule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant. J'étais sûr que ça vous ferait rire. Je suis plus responsable de rien, mon cher Louveteau. On était super fiers de travailler pour Canal, pour De Greff dans la hiérarchie, pour Lescure et pour Rousselet. Ces gens-là nous ont toujours foutu une paix royale, même si ce n'étaient pas des anges. Et quand vous voyez la liste des gens qui sont passés par Canal sous l'ère Lescure de Greff, ça fait quand même... c'est une belle liste, non? Enfin, des nuls à José, en passant par Jackie Berroyer, les Deschamps. Les 300 premiers de Canal, ils sont dans ce petit bouquin qui s'appelle Coulisses. Regarde, Bonaldi, avant qu'il rate ses premières expériences. Ils sont tous là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les nuls dans le bureau de Greff, putain. Voilà les mecs. Voilà pourquoi je suis dingue de tout ça. Coulisses. Adolescent, j'ai englouti des heures de Canal. Le Canal des années 90, la grande époque, le foot, le cinéma et le porno. C'était donc Pierre qui était derrière tout ça. Ça te gonfle pas qu'on te ramène à Canal à chaque fois? Pas du tout. Parce que je suis ému, bouleversé et heureux comme un gamin ou comme un vieux gamin
que 2-3 générations aient grandi, aient été heureuses, aient été gourmandes, exubérantes, que des enfants disent « Oh ben moi j'ai grandi vraiment avec Canal », mes parents me disaient « Regarde, tu vois qu'on peut faire ça, tu vois que ça peut être ça la télé ». Quand on me dit des choses comme ça, je me dis « Ben voilà, on a fait ouvrir des tiroirs, on a fait ouvrir des fenêtres et des portes à des tas de gens. » Et quand les gens me disent « Oh là là, ça vous manque pas ?» Ben attends, heureusement que ça me manque pas. Ça fait 17 ans, putain, qu'est-ce que je raconte? Plus que ça, 18 ans. Si ça me manquait, j'aurais un cancer depuis longtemps. Non, mais c'est vrai. Et toujours pas. Et toujours pas. J'étais sans doute parmi les premiers abonnés. L'argument principal pour moi, c'était le football, parce que c'était le moyen de voir enfin des matchs du championnat. Et puis ensuite, j'ai été un spectateur de tout ce qui a été l'évolution de Canal, ce style Canal qui a influencé ensuite toutes les télévisions. Le journal télévisé, le JT de 20h, c'était les Guignols. Et donc on s'informait, ça paraît très étrange, on s'informait en regardant les Guignols. Parce que sur la politique intérieure, sur un certain nombre de choses, il y avait ce décalage et à la fois l'essentiel. Chaque fois que je prenais rendez-vous avec Alain de Greff ou Pierre Lescure, ils prenaient au moins 5 minutes pour nous expliquer la différence à Canal. Et j'ai dit, non mais attends, j'étais là avant-hier, Pierre, t'es gentil. Et il recommençait en disant, je vais t'expliquer pourquoi Canal+ est différent des autres chaînes. Les gens payent, et donc il faut qu'on soit différent, il faut qu'on innove, il faut qu'on ait un temps, et il faut qu'ils soient étonnés, etc. Ça a duré, mais pendant littéralement des années. On s'est rendu compte que la meilleure promo, elle est faite par ceux qui sont abonnés. S'ils sont contents, ils disent à leur famille, à leurs parents, à leurs amis, à leurs voisins de palier, « Ah, t'as pas vu hier soir le match? T'as pas vu le film hier? Ah bah oui, c'est vrai, t'as pas Canal. » C'est pas un mec de marketing, c'est pas un entrepreneur businessman, c'est quelqu'un qui investit dans le contenu, qui investit dans la vision et qui a envie de kiffer. L'esprit Canal, pour moi, n'existe pas. L'esprit Lescure, ça existe. C'est un esprit intelligent et subversif. Ça, j'en suis sûr. Rousselet nous a protégés de tout et nous a tout permis. Une fois par jour, je n'avais qu'une envie, c'était d'aller dans son bureau et de lui raconter. Comme j'ai vécu avec des gros. Quand un patron, une patronne te donne une telle liberté, t'as envie que d'une chose, c'est peut-être filial, j'en sais rien, mais c'est tellement beau de te donner la liberté, t'as qu'une envie, c'est de raconter ce que t'es en train d'en faire. Je souhaite à tout le monde, à toi, à toutes celles, tous ceux qui nous... D'abord, un jour de connaître la page blanche, et deux, que personne ne te tienne la main. C'est là que tu seras le meilleur. Cette liberté dont Pierre me parle, il va la perdre en 94. Le 14 février, la foudre s'abat sur Canal. En clair, la lettre interne destinée aux salariés de Canal+, l'ellipse est rouge, le message est important. André Rousselet annonce qu'il remettra sa démission de président de Canal+ dans 48 heures. C'est terrible qu'il soit obligé de partir dans ces conditions, sur ce qui est une véritable trahison. Et en même temps, je pense que c'est aussi une sortie glorieuse, une sortie d'homme d'honneur. Un souvenir abominable. Je n'ai pas réussi à convaincre Rousselet de rester. Les actionnaires historiques de Canal ont conclu un nouveau pacte. André Rousselet s'est senti trahi. Il vient présenter sa démission. André Rousselet n'a pas un regard pour guider Joigny, pourtant installé à sa droite. Pas un signe amical pour Pierre Dozier, assis en face de lui. Ils sont tous tétanisés. Il y en a 3-4 qui sont restés fidèles à Rousselet. Tous les autres l'ont lâché. Et donc Rousselet arrive, je m'assois à côté de lui, et il dit « Messieurs, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je vous présente ma démission, que bien sûr vous acceptez. » Les autres regardent leurs godasses et leurs braguettes, bougent pas. Dans la foulée et immédiatement, je vous propose la candidature de Pierre Lescure, ici présent, pour me succéder. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Pierre Lescure me succède donc. Pierre, bravo. Là, il est lui-même ému. Donc, il me dit, on va échanger nos fauteuils. Je dis, franchement, non, c'est peut-être pas la peine. Donc, il dit, messieurs, le conseil est fini. Pierre convoquera le prochain. On se lève, et voilà. Qui est le nouveau président de Canal+? Le scoop, Pierre Lescure. À l'unanimité. J'aime cet homme.
Je l'aimais, je l'aime. Il est venu dans mon bureau, qui était encore le mien, et j'étais pas encore dans le sien. J'ai mis 6 mois à rentrer dans son bureau. Et on est tombé dans les bras l'un de l'autre, et il m'a dit, on va pas pleurer quand même. Et je dis, si, on devrait, parce qu'on n'aura plus beaucoup l'occasion. Donc on a pleuré tous les deux, dans les bras l'un de l'autre. Et ça me fout les larmes aux yeux, alors que je vous raconte ça 25 ans après. Mais c'est une putain de sale journée. André Rousselet part, il devient PDG de la boîte et il fait une vraie grosse déprime. Papa est parti d'une certaine manière. Je n'ai jamais été bâti, planté, cultivé, jardiné pour être président. Je n'ai jamais été aussi heureux que numéro 2. Et je n'ai jamais été aussi efficace, performant, pourquoi pas dire talentueux, que quand j'étais numéro 2. J'étais pas fait pour être président. Mais on n'allait pas faire venir n'importe qui. On n'allait pas prendre un connard de banquier d'affaires ou de mec sortant d'HEC. Donc, j'étais légitime. Et je me retrouve président. C'est pas un métier, président. Il va pas au bureau, il dort beaucoup, il se prend, voilà, il gamberge beaucoup. Comment je ramasse les morceaux et qu'est-ce que je vais faire pour rendre ça cohérent? Donc, il faut que je me rebâtisse. Alors, ça ne dure pas 2 ans. Hein. Cette déprime et cette transition compliquée, c'est parce qu'il a dû faire le deuil aussi de ce changement-là. Et en même temps, il va être obligé de travailler avec les mêmes actionnaires. On travaille de plus en plus avec certains studios. On commence à faire de plus en plus de copro et de montage, de production avec des boîtes américaines. Canal, c'est famille, c'est ça qu'il faut comprendre. La famille, c'est Havas, la Générale des Eaux, la Société Générale et la Caisse des Dépôts, c'est tout. Ça va. Avec des grands producteurs américains sur le cinéma, sur un certain nombre d'événements et de documents et de chaînes. L'accord qu'on a signé avec Disney, ça change rien. Ouais, tu sais, DreamWorks, c'est chouette, c'est Hollywood. Hollywood. C'est juste pour se consolider, comme quand on a fait Eurodeck avec la Sagem. On commence à approcher des gens comme Redford et sa chaîne Sundance. On essaie de monter un maximum de coopération. Et on lance le satellite Horde Bird One, avec Bertelsmann à travers la CK, on accorde à la CLT la licence européenne d'utilisation d'accès numérique du Media Guard et du Media Highway. Pierre, arrête, tout le monde mal à la tête. Je crois qu'il était président de 2000 conseils d'administration, Pierre, de par eux. T'inquiète pas, Alain, Canal, c'est une famille. Mais t'inquiète pas, Alain, Canal, c'est une famille. Puis il pouvait me faire un bras d'honneur à ce moment-là. C'était plus tout à fait une famille. C'était plus une famille dès lors qu'on s'est tellement développé que je connaissais plus tout le monde par son prénom. La chaîne qui a inventé la World Company a choisi de fabriquer avec Vivendi et Seagram le groupe numéro 2 mondial de la communication. C'est vraiment définitivement la création de Vivendi Universal. C'est l'Euro 2000 où on gagne. Il vient voir la finale à la maison et il me dit, t'as un fax? Je dis oui. Et il me prend un pas, il fait, on est en train de racheter Universal, mon gars. Et donc il attendait un fax de confirmation, donc c'était dingue. Bon, la France a gagné, on a battu l'Italie et ils étaient en train de racheter le studio. C'était complètement fou. We are here to create the future and to have fun. Because you cannot be in the entertainment industry if you don't believe in fun. Just introduce my old friend Pierre Lescure, who has been with Canal Plus for the last 16 years. Pierre, the stage is yours. Thank you, Jean-Marie. Even in French,
I would have problems finding the right words to express my pleasure, my pride, my excitement the other day when I passed the gate of Universal Studios. Wow, ça a changé, dis donc. Ben ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais en tout cas, c'est le bureau où j'étais, au 14e étage. En fait, je m'étais installé un énorme bureau ici, tout en arrondi. Un grand bureau qui était un peu comme dans Tucker, si vous avez vu le film de Coppola qui raconte la folie d'un mec qui construisait des bagnoles. Et ici, une table de George Nelson, que j'avais acheté aussi, parce que quitte à être à Hollywood, merde, on va mettre les petits plats dans les grands. Et j'avais la table de réunion ici, mon grand bureau, des fauteuils, un petit canapé. Le fils de parents communistes, journaliste de banlieue parisienne, qui était déprimé dans mon salon et à qui on dit « Putain, ce serait génial, ce serait Hollywood, avoir un studio ». Et nous voici donc, 6 ans après, là. Le funiculaire qu'on aperçoit, qui est couvert, vous emmène à Universal City, là où il y a les attractions. Il y a une fascination de se dire, sous cet appareillage de ventilation et d'aération, il y a dessous tous les plateaux où on est en train de construire l'usine à rêve et de fabriquer des films. Les montagnes de Los Angeles autour. C'est un rêve à la fois d'adolescent et d'adulte qui vieillira jamais, parce que t'es quand même au 14e étage d'une tour qui est mythique et tout se fait là, tous les films Universal. C'est plus qu'un rêve de gamin, c'est quelque chose qui est dans l'exigence qui est la sienne. Je pense que Pierre m'a appris ça, cette exigence dans les mots, dans le travail. C'est oui, on peut faire bien, mais il faut faire mieux. Tout le monde ici connaissait et respectait Pierre Lescure. On savait ce qu'il avait créé à Canal+. Pierre a donné le ton à Universal. C'est une entreprise géniale, mais il nous a permis de grandir, de recruter les bonnes personnes, d'investir à bon escient. Il a donné le ton de ce qu'est devenu Universal. Il a fait une différence énorme. En toute modestie, je savais ce que je n'étais pas venu faire, mais je savais tout ce que j'allais pouvoir essayer d'apporter de culture commune, de culture additionnée et complémentaire entre l'Europe et Universal et Hollywood, et en même temps, tout ce que j'allais apprendre. C'est devenu une boîte tellement énorme, avec ses accords avec les Américains, Los Angeles qui devenait un second bureau, donc les allers-retours incessants. Physiquement, on le perd. Il n'est plus là. Encore, s'il vous plaît. Jean-Marie Messier a eu trop tôt la vision de « si j'ai les tuyaux, il me faut du contenu ». Ce qui est exactement en train de se passer maintenant, hein. Mais avec 20 ans d'avance. Et avait convaincu Pierre, de manière très intelligente, qu'en ayant des contenus, en fabriquant des contenus aux États-Unis, ils allaient devenir les rois du pétrole, puisqu'ils allaient devenir les rois d'Internet. Si ce n'est que la 3G n'existait même pas encore, et qu'on était très loin du haut débit. Maintenant, voilà, faut pas être en avance sur son temps. Il va trop vite et la machine va s'emballer. Il l'a reconnu d'ailleurs depuis. Alors que sa vision était, j'en suis aujourd'hui encore convaincu, la bonne. Il me faisait un peu peur, mais en même temps, à l'heure où dans le monde entier, il y avait des restructurations phénoménales, où Murdoch faisait Sky, Fox, etc., ça faisait sens. On pouvait devenir le plus grand groupe européen et un des 5 grands groupes mondiaux. You're welcome. Come on. C'est comme quand tu es à Disney. Tu te dis, je pourrais vivre ici. J'ai la banque, j'ai un médecin, j'ai un pharmacien, j'ai une gare,
C'est le Truman Show, quoi. C'est la vie. Et en même temps, après, il faut vendre le film. Après, il y a du box-office. Branle-bas de combat à Canal+, après la décision de Jean-Marie Messier. Le PDG de Vivendi a annoncé brutalement qu'il limogeait Pierre Lescure, qui dirigeait Canal, fronde des salariés de la chaîne cryptée qui ont manifesté leur colère en direct à l'antenne. Pierre Lescure n'est plus président du directoire de Canal+. Jean-Marie Messier, le patron de Vivendi Universal, vient de le démettre et d'annoncer son remplacement par le numéro 3 de TF1, Xavier Couture. La dépêche de l'agence France-Presse fait l'effet d'une bombe. C'est un vrai tremblement de terre, me semble-t-il, pour le personnel de Canal et dans l'histoire de la chaîne. Et j'ai été viré pour plein de mauvaises raisons, mais pour une bonne à ses yeux, c'est qu'il fallait virer le vilain petit canard, le symbole, qu'il redevenait sérieux puisqu'il virait le saltimbanque, en gros. Pierre Lescure vient témoigner en direct de son écœurement. Je suis franchement effaré du mépris dans lequel Jean-Marie Messier tient et a tenu l'esprit et la forme de ses engagements vis-à-vis de vous toutes, de vous tous et vis-à-vis de moi, ma femme. Les gens étaient en pleurs. Je crois qu'on leur a annoncé que Pierre venait de mourir, c'était pareil. C'était une catastrophe. Les gens étaient dans les couloirs, mais c'était on l'appelait le paquebot, donc c'était un truc énorme. Et à tous les étages, les gens pleuraient. Le jour où il est parti, le dernier jour qu'il a eu à son bureau, où ils avaient complètement rempli son bureau de ballons. Et pour moi, c'était un truc féerique, quoi. C'était vraiment le meilleur jour de ma vie. Et en fait, c'était pas ça pour lui, quoi. Je pense que ça a un peu allégé pas allégé son départ, mais un petit peu. Parce que je devais avoir 3 ans et j'étais en train de sautiller au milieu des ballons. Pendant 36 heures, le bureau était occupé à la fois par des salariés qui passaient, qui sortaient, qui rentraient, qui revenaient, des amis de la maison. J'ai des souvenirs d'un moment, la porte s'ouvre, il y a Anelka et Thierry Henry qui rentrent. Qui étaient venus pour juste donner une accolade, des trucs comme ça. Et tous les mecs du 7-8 qui sont en bas, qui attendent. On est prêts à brûler des trucs, à tuer des gens. Donnez-nous des noms et des adresses. C'est tout ce qu'on peut vous dire. En fait, j'ai été viré pour faute grave. J'ai été viré sans indemnité, donc j'ai eu, entre guillemets, mes indemnités légales. C'est-à-dire mon très gros salaire, multiplié par 18, puisque 18 ans. Ce qui faisait 2,9 millions d'euros, imposés à 50%. Comme j'ai toujours été flambeur, j'avais pas d'économie, et pour payer mes impôts, j'ai dû faire une vente assez spectaculaire chez Sotheby's de toutes mes collections, mes pin-up, mes postes de radio et ma bimbeloterie. Voilà, c'est tout. Tac. This one, TFTM. Yes. Je ne savais pas qu'un jour dans ma vie, je tomberais sur un magasin pareil, qui est un des plus beaux magasins du monde pour qui aime ça. Hello. Oh, Maddy. Yeah. Oh. On est à un très haut niveau, art déco, années 30, années 40, jusqu'à 70. Ça couvre 4 décennies. Tu te balades dans ce magasin, t'es à la fois ressourcé, t'es nourri, t'es touché, comme de voir un beau film, une belle personne. Tu vois de beaux objets qui ont tous une histoire. Et nous, on aime bien les belles histoires, tu sais bien. On est aussi à la source des problèmes. Ah ben, on est à la source des problèmes parce que j'ai pas été assez sérieux, parce que je peux pas résister. Ou je ne pouvais pas résister. Aujourd'hui, je suis bien obligé de résister puisque j'ai pas le moyen. Collectionneur, ça coûte cher. Ça peut occasionner des découvertes importantes. Un Steamline. Tu rentres chez toi et tu vois ça dans la pénombre comme une veilleuse. Le train dans la nuit. Alors bon, c'est 18 000 $, évidemment. Quand il aime quelque chose, ou quelqu'un, ou qu'il a envie de quelque chose, ou de quelqu'un, il ne regarde pas la dépense. C'est aussi un des aspects qui le rend aussi sympathique. Hein. Regarde cette voiture, je l'avais et je l'ai vendue. Ça me bouleverse, ça. C'est que le design est absolument parfait. Le mec qui a dessiné le Concorde, il connaissait ça. Forcément. Avec De Greff, on s'était acheté chacun le nôtre. Je pouvais sortir du magasin après avoir acheté 3 choses pour 21 000 $. Donc je le faisais pas toutes les semaines. Déconnez pas, les gars. Mais je pouvais le faire
une fois par mois. Oh, la beauté. Il avait un appartement, mais gigantesque. T'as vu ça? Lui, il vivait dans l'équivalent d'une chambre de bonne parce que tout le reste était encombré de ses collections diverses et variées. Les transistors, les grille-pains en bakélite, les Mickey à ressort. Moi, j'étais fier comme un enfant quand j'ai fait la vente parce qu'un papier est sorti dans le New York Times qui disait que des objets des années 30-40 avaient gagné en valeur depuis ma vente chez Sotheby's. C'est pas de l'orgueil, c'est de me dire je m'étais pas trompé. Il avait une collection incroyable, incroyable. Ces radios en bakélite, c'était dingue. C'était très émouvant qu'il vende tout ça. J'ai le catalogue encore à la maison. C'est plein de choses que j'avais vues, moi. Plein de choses que j'avais vues dans son bureau, chez lui. De Greff, il pouvait venir quand il avait un truc qui lui plaisait, 3 semaines de suite. Moi, c'était « Ah non, il le faut maintenant !» Il me disait « Mais attends, la semaine prochaine, il aura des cent... » Oui, mais si la semaine prochaine, il n'y est plus. Eh bien, il n'y est plus, il n'y est plus. Ah non, c'est impossible. Il n'a aucune notion de l'argent, mais aucune notion de l'argent. C'est le type le plus généreux du monde. Moi, je l'ai vu faire des chèques énormes pour payer les impôts des autres. Et donc, lui, quand il n'a pas d'argent, il va voir les autres. Il va jongler avec l'argent, il va jongler avec les millions. Tout à coup, il dit « Ah, ben zut, il n'y a plus rien. » Et il se retrouve les poches retournées, sans un sou, en train de dire « Ah, ce soir, on est au restaurant. » Et je lui dis « Ah, Pierre, ça t'arrange que je paie la note ?» Et il me dit « Oui, très simplement. » Voilà. Et pour moi, c'est très précieux, quelqu'un comme ça. Il est beau, le bar. Hein. Beau, hein. Et vous le faites à combien? 500 € le tout. D'accord. Les 2 tabourets et le bar. Franchement. Donc là, ça te frustre? Ah ben là, oui. Là, ça m'énerve. Un jour, Pierre vient me voir et il m'apporte une valise. On ouvre la valise et on trouve un nombre invraisemblable d'enveloppes fermées. Et alors, il y avait effectivement des sommations fiscales, il y avait des sommations de l'URSSAF, etc. Et on a même découvert des chèques, parce qu'il faisait des piges à droite, à gauche. Donc, les organismes lui envoyaient des chèques et il les encaissait pas. Il s'en fout, au fond. Il s'en fout. Par exemple, quand il est parti de Canal, plein de gens lui disaient « Pierre, mets-toi dans le conseil ». Bon, il n'a jamais voulu, jamais, en disant « c'est un boulot de con, c'est un boulot… » Bon, et pourtant, il y a eu des moments où on aurait pu avoir besoin de faire des boulots de con. Depuis qu'on se connaît, moi aussi, je l'ai vu courir après son découvert, mais je n'avais jamais osé lui demander s'il en souffrait. Et aujourd'hui, j'en souffre parce que forcément, la fragilité relative, je ne suis pas un cas social, qui est la mienne, fait que je subis plus que je n'ai subi quand j'étais jeune et que je pouvais faire un pied de nez à qui j'entendais. Là, on va où? Là, on va aller dans un immense hangar pour tenir au frais tout le raisin. J'y ai mis très peu de raisin, mais au fur et à mesure des 25, 30 ans, 25 ans où j'ai habité là, et ben, j'ai emmagasiné des caisses de tout. Tout ce que je ne jetterai jamais, puisque je ne sais même pas jeter une allumette usée. Donc, voilà. Il ne jette rien. Les billets de concert, il en a 3000. Aucun ne va être jeté. Les journaux, on a beau lui expliquer que maintenant, Internet, il peut avoir tous les magazines qui veulent 50, 60 ans en arrière. Il a fallu un bon moment avant que, finalement, il le fasse. Merci, Maxime. Ah. Vous pouvez rentrer, les gars. Je sais pas quoi dire. Ah. Il doit y avoir 400, 450 caisses. Il y a un côté un peu effrayant, quand même. La masse. Tu penses que c'est effrayant? Oui. Bah oui. En même temps, je gêne personne. Merde. Tiens, regarde, une VHS. C'est pas beau, ça? Les enfants n'ont pas connu ça. Un jeu comme on en offrait à Noël, comme on en offre encore pour Question pour un champion, ou N'oubliez pas les paroles, ça s'appelait Name That Tune. Souviens-toi de ce disque. Une magnifique édition de Fantasia, l'extraordinaire chef-d'œuvre de Walt Disney. Un Jiminy Cricket, c'est pas très sérieux,
Mais en même temps, c'est un truc, moi j'ai grandi avec ça. C'est un de mes personnages préférés. C'est pas le plus populaire, mais c'est celui qui a quand même le plus de philosophie. Vous pouvez juste voir des bibelots sans intérêt et bah, pour lui, c'est pas du tout la même chose. Et je trouve que c'est assez important, c'est assez touchant. Regarde ce poste de radio, un peu poussiéreux. La marque Arvin, c'est une des marques les plus célèbres des années 40 aux États-Unis. Mais là, je l'ai ramené des magasins d'Universal Studios. On peut juste se demander pourquoi je l'ai ramené de là-bas alors on en fait des très bien chez nous aussi. Et t'as une réponse ou pas? Ça me faisait plaisir sur le coup de dire elle va être bien. Mais peut-être qu'il n'y avait pas le même pare-brise. On n'aurait pas trouvé le pare-brise en France. Je crois que c'est quelque chose que j'ai hérité de lui, cette collectionnite, comme vous dites. Moi, je trouve ça important de garder des traces de tout ce qu'on a fait, de là où on a été. Et moi, j'adore toute cette collection d'objets. Je trouve ça hyper bizarre, mais hyper cool, quoi. Une trancheuse. Une trancheuse, c'est magnifique. Oui. Quand on aime le jambon, quand on aime le jambon persillé, quand on aime le... Tu vois? Ok, si je l'ouvre, elle a déjà servi. Ah non, elle n'a jamais servi. Oui, voilà, c'est bien ce qu'il Non, me mais parce semble. qu'on en a une autre à la maison. Mais va savoir, si la nôtre tombait en panne, on a celle-là. Voilà. Tiens, une belle boîte à cigares, elle est belle. T'as vu ça? Donne-moi ça. Pas de la merde, hein. Oh la vache. Regarde. Il y a encore plein de cohibas. Tu crois que les objets ont une âme? En tout cas, la mienne est reliée à eux, ça c'est sûr. Et il m'apporte un truc. Je sais pas mieux dire que la façon dont tu le formules pour répondre à ce que tu me disais, Maxime, sur... mais c'est pas de la mélancolie, mais en même temps, t'y tiens beaucoup. Oui, parce qu'ils ont une âme. Ils existent. Bah, elle est morte. Quelle journée, mes amis. Ce soir-là, dans le hangar, je lui ai aussi parlé de son âge. Pierre est né en 45 et de la retraite. Pierre m'a fait comprendre que j'étais hors sujet. Il m'a donné rendez-vous 1 mois plus tard, à Cannes. Eh, comment tu crois qu'il tient, le mec? Des petits poids de 2 kilos. Tu vois? Hop. Ça me permet de pousser les portes. Monsieur Lescure, bonjour. Frédéric. Salut, Michel. Je suis ému quand même. Micro d'Europe 1. Il fallait l'imaginer président du Festival de Cannes. Il a donné une dimension aux choses dans un rôle de président qui était très dur à prendre après Jacob. Bonjour Nikos. Ah, c'est plus que beau, c'est le plus beau matin du monde. Hein. Non, c'est très très beau sur la croisette. C'est toujours excitant de démarrer une nouvelle édition. Que demande le peuple? Le peuple est content sur la croisette. Ils sont en forme. L'une des clés de ce qu'on est obligé quand même d'appeler sa réussite, c'est son bilinguisme. Il parle l'artiste. Ça va? Bonjour. Et malgré tout, il parle un peu le corporate. Pierre, quand il reçoit à Cannes le ministre, la machin, tout ça, il trouve ça très important. Et je le vois parler à son voisin droite, à son voisin gauche, il donne la même importance à tout le monde. Je trouve ça remarquable de faire ça. Mais derrière, il y a, comme les anglo-saxons peuvent avoir, c'est un jeu. Bon, allez, on va voir les répètes. Qu'est-ce qui fait courir Pierre et Lescure? Le plaisir, le désir, à la ville comme à la scène, au boulot comme dans l'intime, c'est les gens. C'est les gens qui ont du caractère, les gens qui ont une personnalité. J'aime être épaté. Bienvenue au 72e Festival international du film de Cannes. Et je rajouterai Alpes-Maritimes si l'écran n'est pas arrivé jusqu'au bout. Monsieur Lescure, ça vous parle? Hein? Il se balade avec un plaisir et un fond d'œil d'envie d'être surpris. C'est pas drôle, si on s'ennuie, je sens qu'on lui éteint l'œil, quoi. Et de réveiller le regard de Pierre Lescure, c'est gratifiant. Charmouche en anglais, à moitié en anglais, c'est génial. D'accord. Ah ouais. D'accord. Puis c'est la quintessence de ton truc, on ne sait pas si tu l'as préparé ou si c'est un pro, quoi.
On rentre, on s'assoit, puis d'un coup le film commence et c'est donc l'aventure. Sabrina, je l'ai vue à Paris, puis ensuite je suis venu le voir ici au Royal, puis après je suis allé à Aubervilliers, parce que j'étais absolument red dingue d'Audrey Hepburn. Et puis en même temps, j'avais lu dans Cinémonde qu'elle n'était pas très heureuse. J'avais 16 ans de moins. Donc, je me disais, il n'y a pas de problème, je vais la séduire et je la rendrai heureuse. Cette femme m'a fait découvrir la vie, la beauté, la grâce. Bon, la vie en a décidé autrement. Mais une partie de ma vie émotionnelle d'enfant et adolescent ne quitte jamais cette partie-là. Moi, je l'ai vécue avec Audrey. Comme une île déserte que recouvre la mer. T'as vu la grâce? Elle a une voix de vent puis le physique d'Audrey Hepburn. Sans toi, sans toi. Bonjour. C'est magnifique. Hein. Merci. Oh. Je suis contente d'être là. Hein. Ah oui, ben nous aussi, on est content que vous soyez là. Salut. Bonjour. Ah putain, qu'est-ce que c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Ah, ça va être chouette. Ça ressemble à de la grâce, ça. Hein. C'est vrai? Pas loin. Hein. Oh, ça va. J'ai l'amour des artistes, j'en ai connu énormément. J'ai eu des relations personnelles affectueuses avec énormément d'entre eux, ça se poursuit aujourd'hui. Mais, n'étant pas moi-même un artiste, j'ai essayé d'être un accélérateur de particules, un passeur, un initiateur. Ah putain, les mecs. Mettre un artiste, jeune ou moins jeune, dans la situation où il va ouvrir des parties de son coffre-fort personnel qu'il n'avait jamais ouvert. Et là, tu peux, très orgueilleusement, tu peux te dire, peut-être que sans moi, il ne l'aurait pas ouvert. Remboursez nos invitations! Remboursez nos invitations! Quand on voit ce que produisait Canal et surtout les films auxquels il a apporté vraiment son soutien, mon idole de Guillaume Canet, par exemple, au moment où Guillaume Canet, réalisateur, personne n'y croyait. Je ne suis pas totalement surpris. Je lui ai parlé du film, je lui ai expliqué pourquoi c'était important que Canal soit dedans. Il m'a dit, bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Je vous rappelle cet après-midi. L'après-midi, il me rappelle. Et il me dit, vous allez recevoir un coup de fil assez rapidement. On est bien d'accord qu'on ne s'est jamais parlé. Canal est venu sur mon film et nominé en tant que premier film au César. Le film a très bien marché. Donc je lui dois beaucoup à Pierre Lescure hein, et j'en serai éternellement reconnaissant. Et ça, voilà, le Figaro, bravo. Le Figaro fait à la fois La Cité de la Peur, parce que jeudi, il y a les 25 ans du film de Les Nuls, sur la plage, et ça va être extraordinaire. Et ils disent Cannes, La Cité de la Peur, because les zombies. Voilà, c'est ça le... Il est journaliste, Pierre Lescure. Il n'occupe pas une fonction, il exerce un métier. Le monde ne met que 2 étoiles parce que forcément, ils sont plus intelligents que nous. Et bien entendu, la réserve, c'est le réalisateur pousse le paradoxe jusqu'à l'absurde au risque de diluer la colère et le désespoir qui animent le film. C'est incroyable. Il faut être constipé, putain. Il faut que ce soit exactement comme ils veulent, c'est-à-dire avoir une tranche de cake et prendre l'air très sérieux et très pénétré. Mais il y a... Enfin bon, on les changera pas. Si on se prend pas au sérieux, c'est qu'on n'est pas intelligent. Mesdames et messieurs, le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure. Chers amis, Catherine Guilloire, Anne-Elisabeth, Patrick. Oh, Pierre! Ah, mes amis. Cet avou lui apporte, justement par la jeunesse qui l'entoure, et de pouvoir se confronter et discuter. Il a besoin de se nourrir de films, de musique, de livres, de journaux, d'actualités. Il a 73 ans ce soir, le festival.
Donc, j'en ai 74, il est un tout petit peu plus jeune que moi, mais c'est surtout que tous ceux qui aiment le cinéma ont toujours connu le Festival de Cannes. Il y a l'esprit Lescure qui règne sur cet avou. Le regard que je porte sur l'actualité, c'est le regard que Pierre Lescure a appris à porter sur l'actualité à des générations de journalistes. Donc, évidemment, c'est l'esprit de sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Je trouve qu'il incarne ça, parce qu'il a une rigueur folle, mais il y a toujours la pirouette à la fin qui fait que c'est léger, c'est digeste, c'est joyeux. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu l'as fait pour qui? Pour mon plaisir. Pour la joie de vivre. J'ai une joie de vivre. Comme tout le monde, je connaissais Lescure. 1 an et demi plus tard, je crois que je connais un peu mieux Pierre. Peut-être beaucoup mieux que Nicole. Et moi aussi, j'ai envie de lui dire merci pour la joie de vivre et pour avoir été le voisin de bureau le plus génial qu'on puisse imaginer. Évidemment, il reste 1 ou 2 mystères, mais ce qui est sûr, c'est que Pierre Lescure n'a pas fini de m'épater. Pas de la merde. Il y a une petite chic.